Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin je vous dis tout. Je suis Tiffany Blésus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier vrai épisode de mon podcast, ça y est. J'ai décidé de commencer par l'événement qui a changé le cours de ma vie, comme je vous le disais dans l'épisode introductif, parce que je pense que c'est important pour vous de mieux comprendre qui je suis et ce qui a fait aussi que je suis comme ça aujourd'hui. C'est pas anodin, c'est pas l'épisode le plus facile à enregistrer. Ça, c'est sûr, parce que j'en parle pas souvent, en tout cas dans le détail, parce que à chaque fois que j'aborde ce moment-là de ma vie, je vois dans les yeux de ceux qui me regardent presque des larmes qui commencent à couler et une compassion et je dirais pas une pitié parce que c'est pas vrai, mais en tout cas beaucoup de peine. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à gérer. J'ai du mal à faire ressentir ça aux gens, mais malgré tout le monde, ou presque, se pose la question, me questionne, ou bien n'ose pas me questionner par pudeur, mais ça suscite de l'intérêt. Donc je pense que le podcast est le bon moment et le bon endroit pour vous livrer ça, parce que vous me voyez pas, je ne vous vois pas non plus. Donc j'aurai à cœur de recueillir bien sûr vos témoignages et émotions en commentaire en bas du podcast, ça c'est évident. Mais me livrer à vous de cette manière-là, ça me semble important. Et ça me fait plaisir et je pense que c'est le moment là où j'en ai besoin de m'exprimer à ce sujet. Donc je vous propose de vous installer confortablement avec un petit thé ou un café si ça vous fait plaisir, ou juste de fermer les yeux. Et je vous propose de vous raconter ça un peu comme une histoire. Voilà, donc je vais vous raconter mon histoire. C'est parti. Nous sommes le 31 janvier 2015. Ce soir, c'est la fête, comme presque tous les samedis soirs. Entourés de mes amis, nous nous préparons soigneusement dans la salle de bain d'une copine. Maquillage, coiffure, petite robe noire, collants. Bon, bien sûr, j'ai choisi les collants qui sont filés, évidemment, et que je garde précieusement pour on ne sait quelle raison. Bref, finalement, pas de collant. De toute façon, il neige, il fait moins 5 degrés dehors, alors avec ou sans collant, je pense que seuls quelques verres d'alcool pourront me réchauffer. Heureusement que quand tu sors en bande avec 3 copines et des robes bien trop moulantes et des escarpins, la queue devant la boîte de nuit est inexistante. Nous nous sentons jeunes et belles, prêtes à séduire, boire des verres, danser jusqu'au petit matin. Ce que je ne sais pas encore, c'est que cette soirée sera la dernière. La dernière de ma vie de jeune fille insouciante. Je m'appelle Tiffany et demain, le cours de ma vie va être bouleversé. Mon monde va s'arrêter, mon cœur se briser, mon être tout entier se transformer. Je vais vous raconter le passage de la vie d'une jeune fille de 22 ans dont le souci principal est de ne pas savoir quoi faire un samedi soir, à la vie d'une jeune maman qui ne se préoccupe maintenant que de la survie de son petit frère de 5 ans. Je dis bien survie, car la question qui n'a cessé de hanter mon esprit les premières heures de ma nouvelle vie, ce fut comment le maintenir en vie. Comme si j'avais enfin pris conscience de la fragilité de celle-ci, de l'importance de chaque battement de cœur qui nous anime, de chaque respiration inhalée. Même quand il dormait paisiblement, je mettais mon oreille près de son visage pour l'entendre respirer. Et là, j'étais rassurée. La brutalité du drame me marquera à jamais. Même dans les moments les plus agréables qui soient, j'aurai toujours la crainte que mon téléphone sonne pour m'annoncer une tragique nouvelle. J'entends encore mon père me dire au téléphone « Oui, Tiffany, c'est papa. Non, ça va pas du tout, je te passe quelqu'un. » Et là, j'entends une voix d'une dame très gentille qui me dit « Mademoiselle, bonjour, c'est le médecin de l'ambulance. L'ami de votre maman nous a appelé. Nous avons essayé de la réanimer pendant plus d'1 heure. Nous avons tout fait, on n'a pas réussi. Elle s'est endormie et n'a rien senti. » Comment un dimanche après-midi si tranquille a-t-il pu basculer en une fraction de seconde ? Lendemain de soirée qui a fini tôt au petit matin, ce dimanche s'annonçait pourtant reposant. Le programme était simple. Il consistait à rester en pyjama toute la journée, à regarder au moins 10 épisodes à la suite de Dr House tout en retapant un vieux coffre en bois. Ce genre de journée n'arrive que quelques fois par an. Aujourd'hui, c'est ma journée. D'ordinaire hyperactive, les journées pyjama étant rares, je les savoure délicieusement. Entre 2 étapes de ponçage, je m'octroie une pause manucure accompagnée d'un thé chaud pour revigorer mes doigts abîmés par le ponçage, quand le fameux appel est venu briser ce calme. À ce moment-là, tout paraît irréel. Comme si ce que je suis en train de vivre, de faire, de ressentir n'est pas en train de se produire. Je vois encore ma vision se brouiller, ma gorge se serrer, les sanglots arrivent, mais je les retiens le temps de cet appel qui me semble interminable. J'avale ma salive, j'inspire profondément pour seulement demander
C'est à cause de l'alcool ? Une cirrhose a priori. J'accuse l'alcool comme s'il fallait toujours trouver un responsable. Je raccroche, je dois rejoindre l'appartement de maman. Soudain, mes muscles se raidissent, mes mains se crispent, mon visage se rigidifie. C'est la crise d'angoisse qui arrive. Je la sens m'envahir progressivement, me consumer petit à petit comme elle l'a déjà fait par le passé. Je me dirige vers la cuisine, j'engloutis quelques gorgées de miel, j'attrape un sachet congélation pour y effectuer quelques respirations. Je me dis à haute voix, allez Tiff, c'est pas le moment, ressaisis-toi, maintenant. La panique ne me gagnera pas. J'ai une tâche à accomplir. Il faut que j'aille chercher mon petit frère, désormais orphelin. Il faut que je l'emmène avec moi, que je le protège et le garde à mes côtés pour toujours. Aucune question se pose. J'agis instinctivement, comme une machine autoprogrammée. Mes émotions sont au maximum, mais elles ne peuvent pas prendre le dessus maintenant. Mon cerveau est en marche, il contrôle et mon corps réagit. Vernis à peine sec, tremblante encore comme une feuille morte, je me dirige vers mon dressing. Il est 16h et je suis toujours en pyjama. Les cheveux en un style coiffé-décoiffé du dimanche, je ne me suis même pas donné la peine de me nettoyer le visage ce matin. J'essaye plusieurs tenues avant de trouver la bonne. J'opte pour mon ensemble préféré, un jean slim noir avec un haut fluide bimatière bleu marine. Les vêtements sont difficiles à enfiler tant mes mains sont encore engourdies. Je m'apprête à mettre mon manteau quand je me rappelle qu'un tour de salle de bain serait le bienvenu. Je bloque un instant devant mon reflet dans le miroir. J'aperçois immédiatement la détresse dans mes yeux humides. Je pleure à chaudes larmes. J'ai pour habitude de dire qu'on peut lire en moi comme dans un livre ouvert. Inutile de parler, tout transparaît, encore plus aujourd'hui. Je me passe un coup d'eau sur le visage, acte dont j'ai horreur habituellement tant j'ai peur d'avoir de l'eau dans les yeux. Mais j'ai besoin de sentir quelque chose d'autre que la tristesse. Sentir l'eau froide envahir mes pores, me revigorer pour me donner le courage d'affronter les prochaines heures. Je prends la peine d'allumer mon lisseur pour refaire quelques mèches, comme si je devais être belle pour la dernière fois où j'allais voir ma mère. Or, je l'ai plus jamais vue, et elle non plus. Je descends deux par deux les 5 étages qui me séparent du sous-sol où est garée ma voiture. Je démarre. Je suis pressée, beaucoup trop pressée. L'ouverture automatique de la porte de garage n'a jamais semblé été aussi longue. Ma respiration haletante me provoque des spasmes. Des larmes incontrôlables roulent sur mes joues, je me brouille la vue. Je ne suis clairement pas en état de conduire, mais il le faut. J'essaye de me concentrer, j'inspire profondément, expire intensément. Je me remémore les leçons de l'auto-école. Rétro, clignot, angle mort. Comme si je ne savais plus conduire. Je me force à regarder au loin, à tout regarder, à être dans le contrôle. Je ne perdrai pas le contrôle, je ne peux pas. Ces 2,5 km me semblent être une éternité. Un dernier feu rouge et je serai arrivée. Je me dis de respirer, encore. J'arrive dans l'impasse où habite ma maman. Des véhicules de gendarmes sont garés. L'ambulance des pompiers est juste devant moi, mais je ne vois personne. Je me gare, ou plutôt je dépose la voiture. Je sors du véhicule, mes jambes flageolent et je manque de m'écrouler. Je trouve la force de courir vers l'immeuble. J'ai terriblement peur de ce que je vais y découvrir lorsque je franchirai la porte. Les gendarmes m'accueillent dans le hall et m'invitent à rejoindre le premier étage. Mon étage, mon chez-moi, celui où j'ai grandi, celui d'où je viens, celui que je devrais bientôt vider. Mon père est là avec des médecins et des pompiers. Je me jette dans ses bras avant de m'en extraire rapidement. Mais où est Charlie ? Papa m'explique avoir gardé Charlie toute la journée à la demande de maman qui se sentait souffrante. Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé ? Elle qui m'appelait tous les jours. Ma mère aurait ensuite passé l'après-midi à la maison avec un ami. Ils auraient regardé un film et elle se serait endormie devant. À ce moment-là, le corps de ma mère gît encore sur le canapé. Et je prie les soignants de ne pas la sortir de l'appartement devant moi. Voir un mort me terrifie et encore plus ma mère, la personne la plus importante au monde pour moi. Je précise un instant que mes parents étaient séparés à l'époque, mais encore en bons termes. Je vois d'un coup Charlie sortir de l'appartement où il était en train de jouer avec une infirmière en m'attendant. Il court vers moi, je l'enlace si fort que ses petits pieds décollent du sol. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Il est souriant, de bonne humeur. Je lui explique que maman est malade et qu'il va devoir passer la nuit chez moi. Tout heureux, il s'empresse de préparer une caisse avec ses jouets et les pompiers lui préparent un sac de course avec du linge propre. Seulement, tout n'est pas si simple. Les gendarmes refusent de me laisser repartir avec Charlie. C'est le coup de massue. Il est mineur, orphelin, et même si je suis sa grande sœur, je n'ai aucun droit sur lui. C'est un ultime uppercut que je me prends dans les côtes lorsque j'entends les gendarmes annoncer qu'ils emmènent mon petit frère en pédiatrie. Le raisonnement fait qu'un tour dans ma tête, s'ils l'emmènent, et comment je vais le récupérer ? Autant mon esprit était brouillé il y a encore quelques minutes, autant maintenant je suis lucide et déterminée comme jamais. Mes membres ne tremblent plus, ma voix ne sanglote plus.
Je déclare immédiatement qu'il est hors de question de me séparer de Charlie. Je ne partirai pas d'ici sans lui, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faut. Les gendarmes aussi, gentils et compatissants soient-ils, ne l'entendent pas de cette oreille. La procédure, c'est la procédure. Je plaide pas bonne foi, sur tous les arguments qu'il m'est possible de trouver. Je tente de leur faire comprendre que je suis une jeune adulte responsable et surtout que je suis la meilleure et la seule option pour le bien-être de ce petit garnement de tout juste 5 ans. Par chance, mon père a déjà rencontré ces gendarmes lors de précédentes interventions. Il est pompier, donc il en connaît certains. Et certains des pompiers, justement, qui sont présents, ont déjà travaillé avec lui, donc ça a peut-être aidé. Et étant la fille d'eux, un gendarme accepte d'appeler le procureur pour demander l'accord de repartir avec mon frère. En revanche, un dimanche soir, d'hiver, où il fait nuit et il neige, le procureur a sans doute mieux à faire que de décrocher son téléphone. Je le comprends tellement. La nuit est tombée depuis un moment déjà. La neige brille sous les lumières des lampadaires. Après 4 heures d'attente interminable dans le froid glacial d'un 1er février, ma demande est enfin approuvée par le procureur. J'ai à ma charge la garde du frère qui est en train de démonter l'intégralité de l'ambulance dans laquelle les pompiers s'occupent de lui. Alléluia. Je repars à la maison avec Charlie. Papa m'accompagne. Mon chéri d'à l'époque nous y rejoint aussi. Nous restons plantés debout un moment au milieu du salon, sans rien dire. Tellement d'émotions nous assaillent qu'il nous est impossible de prononcer quelques mots que ce soit. La seule phrase qui sort de ma bouche après un long silence, c'est « Comment je vais faire avec lui maintenant ?» Je ne réalise pas encore que Charlie ne restera pas une seule nuit à la maison, mais des milliers. Je l'installe sur le canapé et le borde sans un mot. Il s'endormira paisiblement jusqu'au lendemain matin. Quant à moi, il est l'heure de rejoindre ma première nuit blanche. Ce que je viens de vous lire là, c'est rien d'autre qu'un des chapitres du livre que je suis en train d'écrire à ce sujet. Et j'ai commencé à l'écrire en 2016, je crois. Et ça fait du coup un petit moment que je suis dessus, mais que j'arrive pas encore à le finir. C'était un peu dur, mais c'est aussi une bonne thérapie d'écrire. Donc les émotions qui ont été dites, c'est vraiment celles que j'ai vécues à l'époque, pas retranscrit des années après avec un souvenir plus ou moins faussé. J'ai laissé en état volontairement. Mais c'est vrai qu'à relire ce passage, c'est encore tellement clair et tellement net dans ma tête, c'est tellement vrai et marqué au plus profond de moi. Mais maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, c'est vrai, sur moi, c'est plus facile à lire, à entendre. Et aussi, je me dis que c'est un moment de ma vie qui est passé. Je n'ai plus envie de pleurer à ce sujet. J'ai plus envie de me morfondre. Voilà, c'est arrivé. C'était pas ce que j'aurais souhaité dans la vie, mais c'est comme ça, on choisit pas. Et voilà, maintenant, je le vois plus avec du recul et me dire que ça m'a construite et j'arrive à y voir plus le positif. Alors que, clairement, c'est difficile de trouver du positif dans ce genre de circonstances. Mais on y arrive avec du travail et beaucoup de résilience. Je pense qu'on n'est pas tous égaux avec cette force de résilience. C'est vraiment cette capacité à pouvoir affronter des passages de vie extrêmement durs, des traumatismes vraiment ancrés, profonds, pouvoir se relever et de se dire, ben voilà, c'était dur, mais maintenant la vie elle continue. C'est ma vie. La vie de ma maman, c'était sa vie. Elle a eu, comme je vous le disais dans ce passage, vous l'aurez compris, elle était alcoolique. J'en parlerai dans un épisode dédié parce que c'est vraiment un sujet à part, qui a aussi beaucoup de préjugés à ce sujet. J'aimerais le démocratiser aussi un peu plus, donc ce sera l'objet d'un épisode vraiment à part. Mais pour l'heure, j'aimerais vous parler des choix qu'on fait. C'est très souvent qu'on m'a dit « Mais waouh, c'est un choix incroyable d'avoir pris Charlie sous ton aile alors que t'étais si jeune, lui si petit. Comment t'as fait pour renoncer à ta vie et faire cet axe-là, quoi ?» Et en fait, c'est vraiment difficile à répondre parce que pour moi, ça n'a pas été un choix difficile du tout. J'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Bien sûr, j'ai quand même arrêté un petit peu d'être insouciante et avoir une vie de jeune fille normale, comme je le disais dans le livre, ça c'est sûr, mais j'ai pas l'impression que c'était difficile et que ça m'a demandé un effort. En fait, pour moi, c'était vraiment inné. Il n'y a pas une seule seconde où je me suis dit, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je prends sa garde? Qu'est-ce que je fais? En étudiant les pistes qui s'offraient à moi, non. En fait, il n'y avait pas de piste. Il n'y avait qu'une seule solution pour lui, parce que je sais que de toute façon, son père biologique avait laissé ma mère quand elle était enceinte, donc c'était séparé, on n'avait plus de contact de lui. Donc au final, parce que Charlie, en fait, c'est mon demi-frère. Mais il était
orphelin, en fait. Donc j'étais la seule personne dans la famille à pouvoir m'occuper de lui et à le vouloir surtout parce que personne d'autre s'est manifesté, mais je m'étais manifestée la première, donc ça n'a pas laissé non plus le choix à d'autres. Mais en tout cas, c'était évident qu'il n'irait pas en foyer, il n'irait pas en pédiatrie, il n'irait pas en famille d'accueil. C'était juste inenvisageable pour moi parce que on le sait que trop bien, le devenir de ces enfants, mais c'est catastrophique pour la plupart. On sait que beaucoup se retrouvent dans des situations de précarité, mais c'est désastreux parce qu'ils ont eu une enfance mais tellement dure, tellement en manque d'amour et de construction, c'est terrible. Donc c'est vraiment, il fallait qu'il reparte avec moi. Et j'avais envie de toute façon de m'occuper de lui, c'est sûr, je l'aimais, mais déjà comme mon propre fils, parce que j'avais grandi avec ma mère, et quand elle a eu Charlie, c'était un trio qu'on formait. À ce moment-là, j'étais déjà un deuxième parent, quoi, une deuxième maman, une maman-sœur, comme on dit des fois avec Charlie. J'étais déjà sa maman-sœur, donc ça me semblait évident que c'était la personne après ma mère qu'il aimait le plus au monde, c'était moi. Voilà, et moi je l'aimais démesurément. Donc c'était pas un choix, vraiment, c'était juste en fait un cri du cœur. Et quand on fait les choses avec le cœur, on peut pas se tromper. C'est forcément la meilleure option. Et c'est aussi une des leçons de vie que ma mère, elle m'a appris, mais depuis toujours, de me dire, mais s'il y a quelque chose qu'on fait pas avec le cœur, qu'on se demande, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois faire, pas faire, qu'est-ce qu'on va en penser les autres, mais en fait, on s'en fiche. En fait, on s'en fiche. C'est qu'est-ce que toi, là, aujourd'hui, ça te fait ressentir comme émotion de travailler à cet endroit, faire cette activité-là, sortir avec telle ou telle copine. Si ça t'apporte pas de bonheur, si tu le fais pas avec plaisir, eh ben tu le fais pas en fait. Tu le fais pas. Tu changes d'amis, tu changes de copine, tu changes de travail, jusque ce que tu vises, c'est de faire les choses avec le cœur pour être heureux et chercher le bonheur, parce qu'au final la vie est tellement courte, et je m'en suis rendu compte vraiment à ce moment-là, parce que finalement à 22 ans c'était le deuxième drame dont j'avais à faire face. J'avais perdu mon grand-père étant plus jeune, j'avais 13 ans, c'était déjà très difficile parce que j'étais très attachée à lui. Je l'ai vécu vraiment difficilement, mais c'est pas comme une maman. C'est ma maman, quoi. Voilà, on n'en a qu'une. En plus, on avait une relation très fusionnelle. On était, franchement, on avait une relation mère-fille, mais des fois comme des sœurs, des fois comme des copines. C'était peut-être trop. Certains diraient que c'était pas sain comme relation, mais en fait, c'était la nôtre et c'était notre façon d'être. Et on était en fusion tout le temps. On se ressemblait énormément. Nos traits de physique, déjà, on se ressemblait physiquement, mais notre caractère aussi. On était sur la même longueur d'onde, donc forcément la perdre, c'est tout mon monde qui s'arrête du jour au lendemain. Et se reconstruire après ça, c'est évidemment très difficile. Mais je garde tout ce qu'elle m'a inculqué comme valeur et comme état d'esprit, et je les applique à 1000%, comme si elle était à côté de moi encore en train de me dire, mais arrête de te plaindre. Si t'as un souci dans ta vie, tu changes de voie, et puis ça ira très bien. Pour revenir à cette notion de décès et de deuil, donc c'était la deuxième fois que j'avais perdu quelqu'un. Et c'est vraiment là que j'ai eu ce déclic de me dire, mais en fait, la vie, elle peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Je l'avais jamais vraiment perçu, parce qu'on sait bien sûr, n'importe qui, à n'importe quel âge, peut se faire renverser par une voiture en allant chercher son pain à la boulangerie, aller partir en vacances et il y a un souci là-bas et ne plus revenir. Il y a mille raisons de partir soudainement du jour au lendemain, mais tant qu'on le vit pas, surtout quand on est jeune, on n'a pas cette même notion de la mort et ce même rapport, parce que je pense que l'âge fait que c'est pas notre priorité numéro 1, quoi. On n'a pas envie d'y penser. On est jeune, insouciant, on a envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents. La question du deuil et du décès, clairement, moi, ça me passait au-dessus. Voilà. Et quand on est confronté, on se dit, mais en fait, c'est vrai, c'est possible et ça peut arriver à n'importe qui. Même si avec ma mère, je vous l'expliquerai dans l'épisode dédié, mais l'alcoolisme, c'est pas du jour au lendemain. C'est des années de maladie, parce que c'est une maladie, mais on se dit pas quand même que on peut en mourir là aujourd'hui, un dimanche 1er février à 16h. Non, ça à aucun moment je me suis dit que ça pouvait arriver là si tôt. Elle avait 43 ans.
Donc c'est aussi, c'est un choc comme n'importe quel décès, mais ça m'a vraiment changé radicalement mon état d'esprit. C'est indéniable. Donc vraiment, si on peut donner quelques pistes qui sont pleines de bon sens, mais dont on ne pense pas forcément toujours, c'est faire les choses avec le cœur, uniquement avec le cœur et pour soi. On vit pour soi. On vit pas pour les autres, pour le regard des autres, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On vit pas pour ses enfants non plus, pour son travail et pour son mari. Non, on vit pour soi parce qu'on n'a qu'une vie, on peut compter que sur nous. Et il faut se faire plaisir à soi et se faire passer en premier. Je dis ça maintenant parce que ça me semble facile de le dire, mais je n'ai pas été du tout mise en avant dans ma propre vie pendant de nombreuses années et j'ai laissé passer les autres devant moi, mais jusqu'à là, il y a encore quelques mois. Donc je vous le dis parce que on me l'a dit, mais je l'ai pas appliqué, voilà. Mais faites-vous passer en premier, toujours, et faites-vous plaisir. Et surtout, vivez chaque jour à fond. On n'a pas le temps. En fait, la vie, elle est beaucoup trop courte pour qu'on passe une journée à se morfondre, à se plaindre qu'il fait moche dehors et du coup ne rien faire. C'est un peu l'excuse. Voilà, on ne peut pas gâcher une journée, ne serait-ce qu'une seule, alors que d'autres, ils n'ont même pas la chance de la vivre. Au moins, c'est vrai, c'est aussi un truc que je peux dire, c'est que ma mère avait forcément des difficultés, on les abordera, hein, c'est pas pour rien, on va dire qu'elle a sombré dans l'alcoolisme, mais elle a toujours dit qu'elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Et ça, je me dis que même si elle est partie tôt, même si elle est partie à 43 ans, quand elle avait une idée, elle avait envie de le faire tout de suite. Elle se donnait les moyens, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais elle trouvait toujours une solution pour se faire plaisir, sans penser forcément aux conséquences tout de suite, mais elle vivait le moment. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire et que je continue à faire en profitant de chaque jour, en se disant qu'on n'a pas tous la chance de vivre ces journées-là. J'aimerais finir cet épisode en vous disant que aussi, dites les choses, dites aux gens que vous les aimez tout le temps. Ma mère et moi, on se disait tout le temps je t'aime, on se faisait tout le temps un câlin avant de partir, même si c'était juste pour aller à la boulangerie. Je lui disais allez, à toutes, je t'aime. Et elle aussi. Et c'était une habitude, mais c'est aussi au cas où. Au cas où on se revoit plus, voilà, je te l'ai dit, et on se le disait tout le temps. On s'exprimait nos sentiments, on avait un amour très fort et on était démonstrative. Alors je sais que c'est pas tout le cas de tout le monde d'être démonstratif comme ça, c'est normal, il y a aussi de la pudeur dans certaines familles. Faut pas vous dire qu'il faut le faire forcément, mais à votre niveau, avec vos moyens, n'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez. C'est tellement important et ça fait plaisir. Et au moins, j'ai pas eu ce regret de me dire, j'ai pas dit à ma mère assez que je l'aimais. Je lui ai pas assez dit ce que je pensais d'elle. Je lui ai pas assez dit que j'étais fière d'elle. Si. Je lui ai tout dit. Elle savait tout. Et moi aussi. Sur ce, je vous quitte aujourd'hui pour cet épisode, donc riche en émotions. Ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. J'ai très hâte d'entendre vos retours et de partager avec vous à ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné des clés pour améliorer votre quotidien et votre mindset. Je vous invite vivement à noter cet épisode en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.